Est-ce qu'Orelsan est un icône de la culture française? Une chose est certaine, le gars est une triple menace, OK? Il est capable de jouer, de faire de la musique et même d'écrire des scénarios. Et je dois vous avertir tout de suite que je ne connais pas vraiment sa musique. Il y a des angles morts culturels dans lesquels tu tombes des fois. Comme j'habite en Suisse et que je suis d'origine québécoise, la musique d'Orelsan, ça n'a jamais été sur mon radar. Je sais également qu'il y a eu une série sur Canal+, je pense qu'il y a eu énormément de succès. Et encore une fois, je crois que j'ai vu des clips sur Internet, mais que j'ai jamais vu un épisode au complet. Encore une fois, angle mort culturel. Mais que je connaisse pas sa musique ou que j'avais pas vu sa série à quelque part, eh ben ça dérange pas. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle ni de sa musique, ni de sa série. Non. Je vous parle de son film, Yo Roi. Donc c'est possible, si certains d'entre vous sont fans d'Orelsan, que vous ayez une opinion diamétralement opposée au mien concernant son film. Mais sinon, Dimanche Navet, ça commence maintenant. Commençons donc par l'histoire de Yo Roi. Qu'est-ce que Yo Roi? Eh bien, Yo Roi, c'est l'histoire de Orelsan, oui, Aurélien, OK? Qui en a plein le cul d'être riche et célèbre et décide de quitter sa vie pour aller vivre avec sa femme au Japon dans une petite maison de campagne. Vous vous reconnaissez dans cette histoire-là, tu sais, quand vous, là, vous êtes tanné d'être riche et célèbre et que, tout le monde vous fait chier et que vous décidez de partir vivre dans une petite maison de campagne au Japon. Ça vous arrive pas souvent? Dans sa petite maison de campagne au Japon, il va tomber sur une armure magique. Et l'armure magique va faire en sorte qu'il va combattre des yokai. À la base, des yokai, c'est des créatures démoniaques, mais dans le film, des yokai, c'est une métaphore pour ses peurs et ses angoisses. Attention. Faut que je les affronte seul, je crois. C'est trop dangereux. Donc, pendant à peu près 75 minutes, il va combattre des yokai avec son armure, etc. Et dans le troisième acte, ben, ça devient un autre film qui est un film sur le sens de la vie. Oui, un discours philosophique sur l'amour, la vie, la richesse, la célébrité. Et je vais en parler un peu plus tard de ça. Donc, l'histoire de Yo Roi, en fin de compte, c'est pas compliqué. Un gars malheureux déménage au Japon, trouve une armure magique, se bat contre des yokai, revient à Paris, est toujours malheureux, et là, il doit faire face à ses démons. Puis c'est ça. Oui, bah ça va, j'ai compris cette partie-là. Je vais essayer de résumer mon opinion de ce film-là en 13 observations. Oui, je suis un mec observateur. Et il y a 13 choses que j'ai observées en regardant ce film-là. Et je vous en parle maintenant. Première observation, le film a fait 279 000 entrées. Pour un gars avec la réputation d'Orelsan, c'est pas énorme. Faut dire aussi qu'à la base, Yo Roi devait être apparemment un film de genre. Ça aussi, j'en parle un peu plus tard. Et notez également que 279 000 entrées, vu la promotion qui a été faite du film, parce qu'on a vu Orelsan plus ou moins partout, parce qu'il n'y a personne, apparemment, qui va dire non à Orelsan, soit que ce soit pour le voir sur sa chaîne YouTube ou pour le voir sur son plateau télé. Le gars a une certaine crédibilité en France qui fait en sorte qu'il peut être invité partout et faire la promo de ce qu'il veut. Ce qu'il a fait. Donc, théoriquement, tout était fait pour que ça marche. Sauf que le budget du film, ben, c'était 14 millions. 279 000 entrées, ça couvre pas 14 millions de budget, selon moi. Selon les mathématiques de base non plus, parce que ça fait à peu près 2,8 millions de recettes. Donc, il y a un petit trou à combler. Ça veut dire que ce film-là a eu toutes les chances de réussir au monde, parce que le mec a pu le promouvoir. Il y a eu plein de revues du film sur YouTube. Tout a été fait en fonction pour que le film fonctionne. Il a même fait des TikTok, le gars. Fait que c'est juste une question de... Est-ce que c'était un film que les gens voulaient voir? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse. Deuxième observation, faire un film sur une armure magique pendant 2 heures, c'est un choix bizarre. Oui, je le sais, on vit dans un monde où les films ont presque tous 2 heures maintenant, mais c'est quand même un choix bizarre. Et à quelque part, est-ce que Yo Roi ne serait pas une tentative de film de genre? Et si tu fais un film de genre, 2 heures pour un film de genre, en tout cas pour dans le genre fantastique, avec des créatures et tout, c'est un peu long, oui. Je dirais que la norme est à 90 minutes, donc 1h30, 2 heures, pouf, hein? Faut se les taper, les 2 heures.
Surtout qu'en réalité, selon moi, encore là, de l'opinion tout à fait personnelle, il aurait pu régler tout ça sans jamais revenir à Paris. Parce que du moment où on revient à Paris, c'est débile. Et, le truc d'armure magique était beaucoup plus intéressant que le chemin personnel. Mais ça, encore une fois, c'est de l'opinion perso. Oui, parce que si tu veux faire un film d'armure magique, fais un film d'armure magique. C'est pas de transformer ça en discours pseudo-philosophique à la fin, quoi. Et tu pars te planquer à l'autre bout de la planète pour esquiver tes petits problèmes. C'est bizarre qu'il y ait autant de longueur que ça dans ce film-là, parce que le réalisateur, David Tomaszewski, lui, vient du monde du vidéoclip. D'habitude, ces gens-là qui ont ce parcours de vie-là, d'avoir commencé par des vidéoclips, etc., ont une réalisation beaucoup plus nerveuse. Hein? C'est très nerveux. Dans Yo Roi, la structure du film et le montage que j'ai vu, en tout cas, n'est pas très nerveux, je dirais. Je pense vraiment pas que nerveux soit le bon mot dans le cas de ce film-là. C'est beaucoup plus un fleuve tranquille, quoi. Une petite rivière. C'est ça. Fait le crâne par des inconnus qui donnent leur opinion sur tous les sujets qu'ils maîtrisent mal. Troisième observation, avec 14 millions de budget, on aurait quand même pu regarder au montage qu'il n'y ait pas un fil de micro en plein milieu de l'écran à un moment donné. OK? Je sais que c'est trop de cul que je mette ça en avant, là. Qu'il y a eu une erreur, qu'ils ont mis un fil de micro. Mais d'habitude, je fais ça pour les nanars, pas pour les films à 14 millions. Non, c'est pour les nanars qu'on fait ça d'habitude. Et ça, c'est passé à travers le fait qu'ils l'ont filmé, ils l'ont vu, ils ont regardé les rushs, ils l'ont vu, ils ont monté le film, ils l'ont vu, et jamais personne s'est dit « on va corriger le fil de micro », quoi. Peut-être qu'elle est inoffensive et elle veut juste me lécher. Quatrième observation maintenant, les créatures du film, les yokai, et je vais donner un point tout de suite de bonnes intentions parce que la plupart sont en effet durs, en pratique, quoi. Et ça, ben, regarde, ça mérite d'être souligné. Félicitations d'avoir choisi de faire, pour la plupart des créatures, des effets pratiques. Oh putain! Dehors aussi, c'est hanté! Ensuite, c'est clair que c'est des créatures, par contre, qui sont tout public, parce que le film est tout public, et je vais revenir là-dessus plus tard dans la vidéo aussi. Pour revenir aux créatures, bien, il y en a certaines que je trouve très correctes, c'est très bon. C'est exactement le même genre de créatures qu'on voyait dans les films des années 80, dans les directs tout VHS, que j'adore. Donc, il y en a qui sont très réussis. T'as vraiment l'air d'un abruti. Après, il y en a d'autres qui dansent fluo, quoi. Ça, c'est un peu moins réussi, je trouve, mais ça fait avancer l'histoire. Derrière toi! Et quand ils tombent dans les créatures numériques, là, c'est une toute autre histoire. Si un film américain serait sorti avec ces qualités-là d'effets numériques, eh bien, tout le monde aurait chié dessus. Très peu de gens qui ont parlé de Yoroi ont parlé des qualités des effets numériques, mais la qualité des effets numériques est loin d'être au standard de 2025, quoi. J'aurais préféré qu'ils fassent tout en pratique que de faire du mauvais numérique. Mais ça, encore là, c'est moi. Je préfère voir du mauvais pratique que du très mauvais numérique. Après, c'est sûr que si on en parle aux gens qui ont fait le film, ils diront ben, on a eu des restrictions budgétaires. Et ça, je vous dirais que c'est pas forcément mon problème à moi. Si tu as des restrictions budgétaires, tu trouves des solutions artistiques qui vont faire en sorte que tu n'auras pas à mettre des grosses merdes numériques dans ton film. Encore une fois, opinion perso. Modifie ton film pour pas avoir à mettre des grosses merdes numériques. Ou fais un autre film. Oui, parce que ce que je viens de vous dire, c'est important, OK? Parce que ça amène à une logique. Vous, quand vous allez au cinéma et que vous payez de votre argent pour voir un film, ils vous font pas un rabais en vous disant « Bon, comme le réalisateur a juste pu faire 80% de ses idées, on va juste vous demander 80% du prix. » Non, ils vous demandent 100% du prix, peu importe ce que le réalisateur a réussi à mettre comme idée dans son film. Il n'y a pas de différence de prix parce que tu as fait des compromis. Cinquième observation, et là, c'est une observation extrêmement privée, c'est une observation
personnel, je dirais, OK? C'est mon opinion. Faire un film de genre tout public, c'est s'assurer de faire un film de genre qui plaira à personne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fans de films de genre ou de films d'horreur ou de films de créatures qui vont aller voir un film en se disant « J'espère vraiment que ça va être tout public et qu'il n'y aura pas de sang, pas de gore. » C'est ça. Allô? Allô? Après, j'imagine qu'il n'y a pas énormément de producteurs qui sont chauds à l'idée de faire un film 18 ans ou plus ou 16 ans et plus avec Orelsan. Ils veulent le public le plus large possible. Peu importe si ce public-là n'a aucun intérêt dans les films de genre. On va essayer d'attirer le plus de monde possible qui n'ont aucun intérêt pour ce genre de film-là, au lieu de s'assurer que les gens qui ont de l'intérêt pour ce genre de film-là se déplacent pour aller voir le film. Ça, c'est la logique grand public, tout public. J'en profite également pour souligner à tout le monde qu'une restriction d'âge, c'est apparemment pas la fin du monde au cinéma français. On n'a qu'à penser à Terrifier 3, qui, d'après moi, a fait plus d'entrées que Roi. Est-ce que le film aurait été meilleur si il y aurait eu une giclée de sang quand une créature se prend un coup de batte de baseball en pleine gueule? Je pense que oui. Est-ce que le film aurait été meilleur si quand un mec se prend un coup de clé à molette géante en plein dans la tronche, ça lui avait coupé la tête en deux? Je pense que oui aussi. 6e observation maintenant, dans Yoroi, on saupoudre d'opinions politiques personnelles. Encore une fois, un truc que je déteste au cinéma. Non seulement je trouve que c'est super cliché, quoi. C'est tellement ça qui m'énerve. Et ensuite, je m'interrogerai toujours à savoir, et encore aujourd'hui, au moment où on se parle, je m'interroge, est-ce que les opinions politiques ont une place dans un film d'armure magique qui se passe au Japon? Tu défends ton pays alors que tu pars dans un pays d'extrême droite. 7e observation, ce film-là, comme je vous l'ai dit plus tôt, dure quand même 1h55, près de 2 heures. Et ils ont trouvé le moyen, dans la première heure, de mettre 3 montages. Un montage de décoration, un montage d'entraînement et un montage de butage de yokai. Ton film dure déjà 2 heures et tu as 3 montages dedans. C'est beaucoup. Niveau rythme, là, si ton film dure 2 heures, je suis pas sûr que tu avais besoin de 3 montages, quoi. 8e observation du film, le ton. Oui. Commençons par le truc le plus simple à se poser comme question quand vient le temps de regarder un film et son ton. Est-ce que Yoroi est une comédie d'action? Ça, c'est toujours discutable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action et la comédie est relative. Oui, ce que moi je trouve drôle, ce que vous trouvez drôle, ça peut être totalement différent. Après, je me dis que Orelsan a un énorme public en France. Ça fait des années qu'il y bosse. Les gens connaissent son humour, savent exactement ce qu'ils vont voir quand ils vont aller voir un film de lui. Donc, il y a un public pour cet humour-là. Donc, il y a des gens qui ont dû trouver ça drôle. Attends, vous commencez une réunion de crise, là? Ça vous dit pas qu'on se mette un ou deux tuches avant? Après l'action, je continue de penser qu'il n'y en a pas assez pour appeler ça un film d'action. Il y a beaucoup de personnes qui parlent dans une maison de campagne, personnes qui parlent dans des autos, personnes qui parlent, mais pas beaucoup d'action en tant que telle. Donc, est-ce que ce serait pas juste une comédie simple? Des actes de violence et de dégradation ont éclaté ces derniers jours. Et est-ce que c'est un film de genre? Je vais aller jusqu'à dire que, encore une fois, si on mit ça pour tout le monde, je dirais que c'est inspiré par certains films de genre. Mais de là à dire que c'est un film de genre en tant que tel, je vais me garder une gêne. Surtout que si on peut dire qu'un film d'armure magique aurait été un film de genre, le 3e acte du film fait en sorte qu'on peut plus dire que c'est un film d'armure, donc ce n'est plus un film de genre. Et c'est ça. L'armure est une métaphore pour plein d'autres choses. Je dirais aussi qu'au niveau du ton du film, c'est des hauts et des bas, quoi. Le ton du film n'est pas stable. Tu peux passer à une scène d'exposition très fantastique, faite sérieuse au premier degré, suivie d'une blague pourrie qui tape pas dans le fond, quoi.
qui sont des amis qui attendent juste une raison pour devenir des ennemis. 9e observation, un plateau télé comme dans Atoman. 2025 aurait été l'année des scènes de plateau télé dans les films français. On ne reconnaît plus l'Orelsan que l'on aimait. Plusieurs plaintes ont été déposées. Je pense que je vais parler au nom de tout le monde en demandant un moratoire de 25 ans sur les scènes de plateau télé dans les films. Il n'y en a jamais eu de bonnes. Vos scènes qui ont sorti en 2025 ne sont pas bonnes. Et il n'y en aura jamais de bonnes. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des scènes de plateau télé dans les films. Ce n'est pas bon. S'il vous plaît. Mais ça, je te pète la gueule sans aucune artistique, aussi. 10e observation, le summum de l'égo-exploitation, c'est bien sûr, selon moi, de se battre contre soi-même. 1 Orelsan, c'est bon. 2 Orelsan, c'est mieux. En plus, c'est super original. On n'a jamais vu ça, quoi. On n'a jamais vu deux gars pareils qui se battent. Puis là, tu sais, le gars, dans le fond, il représente tout ce qu'il y a de mauvais en lui. Donc, pour survivre, il doit combattre les démons qui l'habitent. Non, mais c'est super original. 11e observation, quand tu sais plus quoi faire ni quoi dire, eh bien, tu blâmes tout le monde. Si c'est pas de ta faute, c'est la faute à tout le monde. OK? Donc, tu peux passer 10 minutes à balancer du cliché, quoi. Parce que des clichés, c'est vendeur. Le daron qui demande des dédicaces pour toute la ville. Je vous confirme tout de suite que le dernier acte du film n'est absolument pas un film d'armure magique. L'armure magique n'est plus rien d'autre qu'un souvenir qu'on a d'avoir déjà regardé un film d'armure magique. Et c'est ça. Là, on est dans le discours philosophique, quoi. Oui. Qui suis-je? Quelle est la douleur qui m'habite? Moi qui est riche et célèbre, comment m'en sortir? Tous ces anciens potes qui te font culpabiliser pour pas que tu les abandonnes comme des merdes. Et c'est un peu ça aussi, l'égo-exploitation en passant. Pourquoi est-ce que les problèmes d'Orelsan méritent un film de 14 millions? Ça, c'est une question valable comme un autre. Hein? Ben, ça mérite un film de 14 millions parce qu'il est riche et célèbre. Mais c'est le fait d'être riche et célèbre qui l'amène à porter, à réfléchir, okay, sur le fait qu'il est riche et célèbre. Et c'est pour ça qu'il fait un film sur le fait qu'être riche et célèbre, c'est pas facile. Hein? Hein? C'est peut-être sa crise de la quarantaine, moi je sais pas, hein? C'est chacun la vit différemment. Il y en a qui s'achètent des bagnoles de sport ou qui commencent à baiser tout ce qui bouge. Lui, ben, il a fait un film, quoi. Donc, c'est tout à son honneur. La meurtrière de ta libido, Yoko Ono. Parce que dans le 3e acte du film, on est encore une fois dans l'égo-exploitation à fond. Parce que c'est la bonne version de lui-même qui doit affronter la mauvaise version de lui-même. Et bien sûr, c'est la bonne version qui va l'emporter, mais on est dans l'égo-exploitation. Le méchant et lui-même, c'est la même personne, c'est juste un côté de sa personnalité qu'il aime pas, qui combat. Mais ça change rien pour nous. On est en train de regarder un mec qui est en train de se parler à lui-même à l'écran, quoi. Il est en train de faire sa petite thérapie perso, quoi. Ça revient cher de l'heure de thérapie, hein. Et bien sûr, c'est le sacrifice de soi-même qui va faire en sorte qu'il va remporter son combat contre soi-même. Et bien sûr, la victoire de l'amour. Encore une fois, c'est des trucs qu'on n'avait jamais vu au cinéma, quoi. Ça me touche. Je t'écouterai plus jamais. Tu fais plus partie de moi. 12e observation et réflexion personnelle. Est-ce que Yoroi est un navet? C'est dur de dire que c'est un navet. C'est très dur. Je me ferai pas des amis en disant que Yoroi est un navet. Faut dire que je l'ai vu 2 fois aussi. Donc, à la première écoute, je trouvais ça pas bon. À la 2e écoute, il a fallu que j'aille regarder la peinture sécher pendant 2 heures pour me calmer après. Mais je vous dirais, OK, que dans ce film-là, il existe un film que j'aurais aimé voir, qui est le film d'armure magique qui se passe dans une maison de campagne au Japon où le mec combat des yokai. Et ça, c'est le film que j'aurais aimé voir. Malheureusement, c'est pas le film que j'ai vu. Non, le film que j'ai vu, c'est le film d'un gars en crise existentielle qui décide de claquer 14 millions pour faire son petit projet d'égo, quoi. Moi, c'est ce que j'ai vu. Mais il faut dire que j'en regarde beaucoup de ce genre de film-là.
Donc, j'ai tendance à les reconnaître de loin, quoi. Après, il y a des gens qui ont aimé ça, hein, parce que je vois des notes de 3 sur 5, de 62, 64 un peu partout. Donc, je me dis que c'est peut-être que moi, quoi. C'est peut-être que moi qui a trouvé ça... Ce qui fait la beauté d'être parent. Enseigner, c'est apprendre. 13e observation, ce film-là, en réalité, c'est peut-être uniquement qu'un rêve. Oui, parce qu'à un moment donné, juste avant qu'on transitionne vers lui et sa femme au Japon, perdus sur une route, sa femme lui dit ça. Fais comme quand t'avais 12 ans. Projette-toi dans un autre rêve. Donc, peut-être que ce film-là, en réalité, c'était uniquement un rêve de Orelsan. Et ça, ben, c'est la fin de Dimanche Navet. PS, voici maintenant la liste des producteurs du film. On a bien sûr Ciné-France Studio, Attila, France 2 Cinéma, Panache Productions et la compagnie cinématographique, Proximus, Japan Production Service, Toho Tombo Picture, Sony Picture, Prime Video, France Télévisions, le CNC et bien sûr le Tax Shelter du gouvernement de Belgique, qui un jour, on devra m'expliquer c'est quoi.